Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Célébrons ensemble notre territoire. Philippe Gamin, je suis président du parc naturel régional du Massif des Bauges et maire de la commune du Noyer. Pourquoi est-ce que le Massif des Bauges, à un moment, s'est dit « dotons-nous d'un parc » ? Alors en 1995, création officielle de ce parc naturel régional du Massif des Bauges est créé par des élus. Des élus qui veulent prendre leur destinée plus en main et sur la base d'un constat d'un territoire on va dire en difficulté, avec de l'exode rural, avec une agriculture aussi en difficulté et qui nécessitait d'être redynamisée. Et ces élus-là se sont dit, eh bien, on considère que notre territoire, il a des atouts, il a du patrimoine, on le vit tous les jours, c'est du patrimoine naturel, une belle nature, et puis du patrimoine culturel aussi, avec un bâti particulier, ce bâti Beaujus. Et il y a certainement à valoriser ces atouts-là, et pour en faire un projet politique, et redonner du dynamisme à ce territoire. Et donc, après avoir fait le tour de ce qui pouvait être exploité juridiquement, en tout cas les outils à disposition, eh bien, il y avait cet outil PNR, Parc naturel régional, qui finalement semblait répondre à ces attentes-là. Et les particularités des PNR, eh bien, ce sont des outils créés et gouvernés par des élus locaux. C'est pas l'État qui va dire ici on a besoin d'un parc comme on peut avoir un parc national parce qu'il y a un patrimoine, il y a une biodiversité à préserver avec des protections fortes. Là c'est bien différent où on va chercher à la fois à protéger mais aussi à valoriser et à créer une activité économique locale et durable. Voilà, au dire des anciens, de ce que j'en sais, mais je pense pas beaucoup me tromper. Voilà à l'époque, qu'est-ce qui a pu motiver de créer un tel PNR avec ce label Parc naturel régional. C'était à l'époque le 31e parc créé en France. Le décret qui crée les PNR, ça date de 67, donc du temps du général de Gaulle. Et les premiers parcs ont suivi derrière. Et aujourd'hui, on est 59 parcs français, y compris Dom-Tom. Alors on comprend bien qu'il y avait un enjeu économique et de préservation à l'origine. Est-ce que vous avez une idée des premières missions qu'a pu endosser le parc ? Pour simplifier, je vais rappeler les 4 grandes missions qu'ont les PNR. Et ça, c'est écrit dans le Code de l'environnement. Ce sont des missions très précises auxquelles il faut qu'on réponde. Première mission qui est, je l'ai évoqué, préservation, valorisation des paysages, des patrimoines naturels et culturels. Deuxième grande mission, c'est aider, contribuer au développement économique local. Donc avec ces 2 premières grandes missions, à la fois la préservation et le développement économique, les parcs, les PNR ont imaginé ce qu'on a appelé, un terme qui est plus utilisé aujourd'hui, mais qui a tout son sens, le développement durable. Voilà, ça a été imaginé dans les PNR, ce terme développement durable, et effectivement, ça répond à ces 2 grandes missions. Troisième grande mission, c'est l'éducation à l'environnement, l'éducation au territoire. Et la 4e, c'est l'expérimentation. On s'autorise à expérimenter des choses dans les parcs, puisque nous sommes, on doit écrire notre projet politique qui se traduit dans une charte pour les 15 ans à venir. Donc c'est un exercice prospectif qui nous oblige à réfléchir sur l'avenir, sur les besoins futurs de la société, toujours dans le cadre de ces 4 missions-là. Ces missions, eh bien, il faut les décliner. Les décliner chacun à notre façon. Chaque PNR, à partir de ces grandes 4 missions fondamentales, selon les enjeux, selon les fragilités, selon les difficultés du territoire, va dire, voilà, nous, pour les 15 ans à venir, là, pour cette charte, eh bien, on va s'orienter de cette façon-là et on va mener telle ou telle action. Et au tout début, pour revenir
votre question, quelles étaient les premières missions, mais plutôt les premières actions du parc, eh bien, ça a été effectivement de mettre en lumière ce territoire des Bauges, de le faire connaître. Et le faire connaître déjà localement, parce que aux habitants des villes qui étaient autour, et puis redonner du dynamisme à l'agriculture. Parce que toujours ce souci de l'ancrage territorial qui est important. On va pas dire tiens, on pourrait faire ça et puis installer telle ou telle activité, qu'elle peut être artisanale, industrielle ou autre. Non, il y a une activité qui existe qu'il faut redynamiser. Et avec les agriculteurs, eh bien une des grandes premières actions, ça a été de créer l'AOC Tom des Bauges, qui existe toujours et qui vit et qui tire toujours vers le haut notre agriculture. Cette agriculture qui aujourd'hui, on peut vraiment la qualifier d'agroécologie, parce qu'on est dans de l'élevage extensif, avec des cahiers des charges rigoureux sur la production fromagère, etc. Et ça a été vraiment, l'action, ça a été de faire de la promotion entre guillemets touristique pour dire mais là il y a un territoire qui vaut la peine, venez le visiter, venez peut-être aussi vous y installer et ça a été un grand coup de boost entre guillemets sur le territoire. Voilà, et ça traduit la première charte du PNR, ça a été de dire il faut redynamiser ce territoire du massif des Bauges. Vous l'avez dit, une charte, elle est mise en œuvre et elle donne des grandes orientations sur 15 années. 15 années, c'est plus que les mandats d'élus locaux. Donc les premières personnes qui étaient là, potentiellement, ne l'étaient plus au bout de ces 15 années. Comment est-ce que s'organise la prise de décision au sein d'un parc ? Qui sont les acteurs qui décident à l'intérieur ? Alors voilà, là aussi, c'est une gouvernance bien particulière, unique en France, où on a autour de la table qui prennent les décisions sont les élus. Donc aujourd'hui, on est à 71 communes, ça fait 71 voix, c'est-à-dire chaque commune, quelle que soit sa taille de population, a une voix. Ça, déjà, c'est une particularité. En principe, c'est en fonction de la taille de population qu'on a un nombre de voix comme dans les intercommunalités. Ensuite, viennent les départements, qui sont des partenaires financiers. Donc nous, on est à cheval sur le département de la Haute-Savoie et de la Savoie. Un certain nombre de voix qui leur sont données, et la région. Le parc régional, la région contribue financièrement d'une manière assez importante pour le fonctionnement, entre guillemets, pas que le fonctionnement, mais aussi les actions d'investissement au niveau du parc. Et puis, on a fait rentrer récemment, depuis la loi NOTRe 2016, ce qu'on appelle les EPCI, les intercommunalités, les communautés de communes et les agglomérations. On en a 7 sur l'ensemble du massif. Et puis, un statut particulier qui est celui des villes-portes qui existe depuis quasiment l'origine, où les villes-portes ne sont pas dans le périmètre classé PNR, donc Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Rumilly, Ugine et Albertville, mais qui, par solidarité, contribuent aussi financièrement, versent une cotisation au PNR. Voilà les acteurs décisionnaires des actions que va mener le PNR. Donc on a bien une décision locale, avec un bloc communal majoritaire au niveau nombre de voix. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y ait 61... L'État, je fais un petit aparté, l'État est important parce qu'il est le garant du label, du renouvellement du label PNR. Donc tous les 15 ans, on révise notre charte et selon certains critères, on peut éventuellement perdre notre label. C'est quand même particulier, un niveau d'exigence élevé pour une collectivité. Effectivement, toutes les strates des collectivités territoriales, donc de la commune jusqu'à la région, sont présentes dans cette gouvernance. Et les élus sont autour de la table d'une manière très sincère, c'est-à-dire que sont là pour travailler vraiment pour le territoire. Et on arrive à faire cet exercice-là. Parce que il n'y a pas d'enjeu politique au sens qu'on l'entend peut-être au niveau national, voilà, avec la politique de parti où on vient pour exprimer peut-être une conviction politique parce que j'adhère à telle ou telle famille politique. Non, là on vient vraiment et on le cultive ça, on vient vraiment pour le territoire. On a des choses à faire ensemble, on présente des difficultés et qu'est-ce que l'on peut trouver? Quelle est la meilleure solution possible pour notre territoire-là? Je crois que y a le côté affectif que l'on
que l'on développe dans les parcs. On vient au parc, on a ces missions-là qui sont des missions très nobles et on aime notre territoire et on y vient là aussi pour ça, pour le préserver, pour le défendre. C'est vraiment cet état d'esprit-là qui existe et qu'on cultive. Et encore une fois, c'est pas que dans les Bauges, il est particulièrement développé dans les Bauges depuis la création, mais je peux le constater aussi sur d'autres PNR. Vous témoignez d'un attachement profond et sincère des élus et de ceux qui font le parc à leur territoire. Est-ce que d'après vous, c'est ça qu'on retrouve dans la volonté qu'a eu le Parc des Bauges de mandater un autre label qui est celui du Géoparc? Oui, un petit peu différent. Alors ça, le Géoparc, il est donc création du parc 1995, label Géoparc mondial UNESCO 2011. Il est arrivé après. Ça a été, mais on était toujours quand même dans l'état d'esprit qu'il fallait montrer ce territoire-là. Ce label UNESCO, effectivement, il a une vocation touristique. C'est la plupart des géoparcs dans le monde, il y en a à peu près 200. Très peu, hein. C'est un label prestigieux. La plupart l'utilisent pour du développement touristique. Et l'objectif, c'était aussi d'aller chercher du tourisme international, puisque quand on a un label UNESCO, c'est gage de qualité, on sait qu'on va découvrir un patrimoine qui est exceptionnel. Mais ça nous a aussi servi d'approfondir notre connaissance en matière de géologie, puisqu'il faut, c'est quand même ce label-là, c'est aussi la valorisation du patrimoine géologique. Pour avoir ce label, obligation de recruter un géologue, et donc qui nous a apporté énormément en termes d'inventaire géologique, et puis qui a vraiment amélioré notre connaissance sur cet aspect-là, et qui nous sert aujourd'hui tous les jours, puisque systématiquement on se questionne sur la géologie. Tiens, on se retrouve où sur cette commune? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Et pourquoi ceci, cela? Et comment on explique ce paysage? Et pourquoi il y a telle culture? Et pourquoi le village s'est installé là? Et pourquoi il y a des sources d'eau potable qui sortent ici et pas ailleurs, etc., etc. Donc ça nous valorise aussi notre mission d'éducation et de sensibilisation. Vous parlez d'évolution là. Au départ, il y avait quand même une grosse volonté de développement touristique. Vous en avez parlé à l'origine de la création du parc. Aujourd'hui, on est donc 30 ans après cette création. Les pratiques sociales et sociétales ont évolué. En 1995, on était au balbutiement du développement de l'ordinateur personnel. Comment est-ce que le parc a su s'adapter à ça, et est-ce qu'il y a eu une évolution de ses missions par rapport à sa création? Oui. Alors encore une fois, les missions fondamentales sont restées les mêmes, mais c'est la traduction en termes d'action qui a évolué. Deuxième charte, la première, donc on met en lumière. La deuxième, waouh, ça y est, on commence à dire, il y a un territoire là qui est quand même sympa, et puis de l'urbanisation croissante dans les villes autour, et on commence à remonter l'urbanisation sur les piémonts. Et là, le parc s'est investi beaucoup en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, en disant attention, on a des choses à préserver, et on veut bien être territoire d'accueil, mais pas n'importe comment, et il y a des limites. Donc le parc s'est beaucoup investi sur ces aspects de valorisation du patrimoine bâti, mais aussi sur l'urbanisme, avec des expérimentations qui sont exemplaires au niveau national, ont été imaginées au moins sur le cœur des Bauges, les premières préfigurations de ce qu'on appelle les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, qui sont des documents supra par rapport au PLU, documents d'urbanisme plutôt locaux. Voilà, c'est ici qu'on a commencé à réfléchir à une certaine échelle sur l'évolution de l'urbanisme. Ça, c'était la grande deuxième partie de la deuxième grande charte. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement, peut-être qu'on a trop bien travaillé, mais tant mieux, à dire, maintenant, les gens ont vraiment envie de venir habiter, travailler, et puis faire des activités de sport et de loisirs dans les Bauges. Donc troisième charte là qui vient d'être signée samedi par le Premier ministre. Et les enjeux d'aujourd'hui, on a tout de suite vu que cette affluence de visiteurs, génère ce qu'on appelle des conflits d'usage avec les activités existantes, l'agriculture, l'exploitation forestière, mais aussi par rapport aux habitants qui sont dans les villages, sont venus s'installer ici ou travailler aussi, les artisans. Et tout ce joli monde, ça crée des problèmes. Donc le parc s'investit, communique, toujours
toujours dans sa mission de pédagogie, expérimente avec sa 4e mission. Voilà, des choses comme les aires de bivouac qu'on a inaugurées récemment. Et toujours dans cet état d'esprit que convaincre plutôt que contraindre. Ça, c'est l'esprit des PNR. Un PNR ne crée pas de la réglementation supplémentaire, mais va chercher par la pédagogie de convaincre, voilà, plutôt que d'interdire. On est là. On s'est très vite orienté, ça, ces dernières années, plutôt la phase post-Covid, comme on l'appelle, sur ça. Mais les 3 grands axes de notre nouvelle charte, le premier, c'est aller vers la pleine santé environnementale. On est convaincu que si on veut, c'est ce que recherche quand on écoute les maires et que les maires écoutent leurs habitants, ce qui viennent quand on vient habiter là ou qu'on vient visiter ce territoire, on recherche de la qualité. Quand on y vit, c'est de la qualité de vie. Qualité de vie, donc ça veut dire aussi un environnement. Et un environnement, c'est la nature. C'est précisément ce qu'on cherche à préserver. Et cette nature, si on veut des gens qui vivent bien sur ce territoire, en bonne santé, y compris de la santé mentale, il faut que notre environnement soit en bonne santé. Et c'est ce qu'on appelle la santé environnementale. C'est une bonne santé de notre environnement, la nature, pour faire simple, pour une bonne santé des humains. Donc ça implique tout le respect que l'on peut avoir et prendre soin de son environnement. L'axe 2, c'est la sobriété des ressources naturelles. Le massif des Bauges est un territoire de ressources naturelles. On alimente les villes des alentours. Tout l'eau qui tombe sur le massif des Bauges alimente les grandes villes. Et Chambéry, même si Chambéry capte son eau potable dans les nappes de l'Isère, il y a une grande partie, on le sait maintenant, arrive des piémonts, des versants des Bauges. Et pareil, on alimente le lac d'Annecy. Et donc, l'eau potable, en particulier, tous les besoins humains, c'est 80-90%. Et donc, on a une responsabilité sur la ressource en eau qui tombe sur ce massif. C'est un territoire de ressources forestières aussi, produit du bois. C'est un massif forestier, 60% couvert par des forêts. C'est un massif aussi de production agricole. Donc, on dit attention, nous on a des ressources naturelles et on va veiller à ce qu'elles soient gérées, peut-être exploitées en partie comme la forêt, mais que ça soit durable. Et puis la troisième, c'est rester un territoire d'accueil. Un territoire d'accueil, ce que j'expliquais, les élus veulent bien continuer à accueillir de la population, pas n'importe comment, en préservant cette fameuse qualité de vie. On en parle de plus en plus. La vie est de plus en plus stressante, difficile. Elle va l'être de plus en plus peut-être de manière accélérée dans les villes. Et ces territoires d'équilibre, de respiration, de ressourcement, de bien-être finalement, c'est une richesse. Et finalement, on a la responsabilité de les maintenir. Pas en l'état, pas sous cloche, ce sont des territoires vivants, mais des territoires d'accueil. Voilà ce qu'on a voulu mettre dans ce 3e axe et qui nous semble être un enjeu. Vous avez dit le mot concret tout à l'heure. Je pense que ce serait intéressant que les auditeurs et auditrices puissent comprendre. Là, on voit bien l'idée, l'essence même du parc, les missions et les valeurs qu'il défendent. Est-ce que sur les 30 années qui sont écoulées, vous auriez des exemples justement concrets de ce qui a pu être mis en place pour qu'on comprenne comment le parc agit depuis 30 ans sur le territoire des Bauges? Oui, on a alors des actions, on en a toujours à peu près une centaine en cours. Voilà, mais peut-être des actions marquantes sur ces 30 années. Par exemple, en 97, la création du réseau Natura 2000. Natura 2000, ce sont des engagements sur des espaces ou des espèces qui ont une valeur à l'échelle européenne et qu'il faut préserver à tout prix. Donc, on s'est vu confier, ou en tout cas, on a pris la gestion de sites qui ont été définis sur le massif des Bauges. C'était pas rien, donc on a mis des moyens et des moyens humains également pour gérer. On en gère toujours. On a 7 sites Natura 2000 que l'on gère sur le territoire. On va chercher des financements spécifiques. On travaille avec les agriculteurs parce qu'on continue à avoir de l'agriculture sur ces sites. Et c'est là où on associe le mieux
préservation et activité locale et durable. En 2002, j'ai parlé de l'AOC Tom Débauche, c'était en 2002 l'AOC Tom Débauche qui est devenue AOP en 2007 avec les agriculteurs. En 2003, on devient co-gestionnaire de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage, fameuse RNCFS, qui est notre cœur de nature à nous. 3 co-gestionnaires, c'est unique en France. Même encore maintenant, on a l'État, par le biais de l'OFB, qui gère l'ONF et le parc. Et chacun ses missions, mais c'est assez exceptionnel. Très grande réserve, 3000 chamois avec un suivi de recherche sur les ongulés de montagne, dont les chamois, depuis plus de 50 ans. C'est exemplaire. 2006, une opération Plantons le paysage. Ça, c'était intéressant parce que ça participe à la préservation et du paysage, mais c'était de valoriser et de préserver des espèces de fruitières, des espèces d'arbres fruitiers anciennes, rustiques, qui existaient sur les Bauges, pommiers, pruniers, par exemple poiriers, et de continuer à les faire vivre en disant voilà, on a sélectionné ça et on a travaillé avec des horticulteurs qui greffent ces espèces-là, et si vous voulez planter des arbres chez vous, plutôt utiliser ces espèces-là plutôt que des espèces exotiques. Ça a été une très belle opération, une vraie réussite qui a été reprise dans d'autres parcs, et je connais des parcs qui en ce moment même se lancent dans ce type d'opération, de créer des vergers pédagogiques et après de les disséminer à travers leur territoire. 2014, on lance la saison des éco-volontaires, et là, ces éco-volontaires qui sont positionnés sur le territoire pour faire de la pédagogie, découverte de la nature, etc., pendant la saison estivale, eh bien, ça aussi, ça préfigurait. On était en 2014, on ne parlait pas encore de surfréquentation ou de pic de fréquentation ou de phase Covid, et on sentait bien qu'il y avait quand même quelque chose qu'il fallait aller sur place pour expliquer aux gens. En 2019, aussi, on a le Chéran, la rivière Chéran, qui est reconnue rivière sauvage. On a travaillé avec le syndicat de rivière qui est le SMIAC, mais le parc a été beaucoup à la manœuvre. Rivière sauvage, c'était le 2e label en France qui était délivré, qui montre une qualité d'eau exceptionnelle, et avec obligation d'avoir une espèce dans ces rivières, une espèce, comme on dit, autochtone. Là, c'était une truite sauvage que l'on a sur le haut du Chéran, et donc qui est très exigeante en termes de qualité, etc. Donc on préserve les milieux et espèces. Et puis 2024, pour répondre aussi à cet afflux, eh bien on crée à titre expérimental la première aire de bivouac aménagé, plutôt que d'interdire bivouac, parce que ça pose des problèmes. On aménage, on dit c'est ici, allez-y ici. C'était sur la place à Baban en montant au Margeria, et puis cet été ont été aménagés sur le plateau Revard-Fécla également des aires de bivouac avec aires de feu sécurisées. Parce que là aussi, qui dit bivouac dit feu. Les gens, ils viennent pour ça, ils viennent passer la nuit à Belle Étoile, mais un bivouac sans feu, c'est pas un bivouac. Donc on dit, on sécurise un endroit, venez ici. Et puis une autre action, là, depuis l'année passée, c'est les gardes champêtres. Ça répond aussi à ce nouvel afflux où des maires se trouvent sur certaines communes confrontés à des situations compliquées de gestion. Et la pédagogie, quand elle suffit plus pour certains individus, à un moment donné, il faut montrer le gendarme. Le garde champêtre, c'est un policier rural porté par le parc, parce que mutualisé, c'est un poste mutualisé, mis à disposition des communes sous l'autorité du maire quand il est sur une commune. Et là, on vient de recruter le 2e parce que la demande est forte finalement, et c'est un vrai succès que ces gardes champêtres police rurale. Vous avez évoqué tout à l'heure les 15 prochaines années et les enjeux auxquels devrait répondre le massif. Avant qu'on conclue cette émission, j'aimerais que vous me disiez, vous, à titre personnel, si un jour quelqu'un devait arriver en disant on arrête le parc, ça suffit, j'en vois pas le sens, quels arguments vous lui donneriez ? Pourquoi vous, Philippe Gamin, vous dites ce parc-là, il fait vraiment sens? Oui, c'est qu'on aura vraiment raté quelque chose, parce J'espère que ça n'arrivera jamais. Le mot sens, il est important dans les PNR. Oui, on essaye de donner du sens. Moi, ce que je vois, c'est que sur ce territoire, les gens sont attachés à leur territoire. Il y a une espèce de fierté d'appartenir à ce territoire-là, et c'est ce qui fait aussi la force et ces gages de préservation. On l'aime,
on veut prendre soin de ce territoire. Pour moi, c'est le sens à donner. Et au-delà, c'est la qualité de vie que l'on veut préserver. C'est important, cette qualité de vie. Je pourrais dire, oui, c'est la préservation de la nature, de la biodiversité. Mais la qualité de vie des humains, parce que si on arrive à cultiver ça, automatiquement, si on est sensible à cette nature-là, on va la protéger. Plus on la connaît, plus on va la protéger. Et la nature, nos paysages, etc. Et encore une fois, ce rôle que l'on a finalement sur le bien-être. Le sens final, semble, c'est une intuition que j'entends. Moi aussi, je suis maire et j'écoute les gens, mes habitants, mais pas que. Et c'est ça qu'on recherche de plus en plus. Et on a des populations de plus en plus jeunes qui viennent s'installer, des jeunes couples qui viennent s'installer sur les Bauges. Et c'est pas par hasard. Parce que c'est pas simple d'habiter dans les Bauges, c'est pas aussi simple que d'habiter au centre-ville, c'est une vraie démarche. Mais on y vient pour ça. Quand j'écoute et que j'essaye de traduire entre les lignes, c'est vraiment ça. Moi, je veux me sentir bien là où j'habite, où je travaille, me sentir bien. Et ça, eh bien, c'est exactement ce que l'on cherche finalement, et d'une manière peut-être inconsciente depuis 30 ans que ce parc des Bauges cherche à faire, c'est s'y sentir bien. Et si l'homme s'y sent bien, il va respecter la nature, et la nature sera, encore une fois, je le dis, va prendre soin de cette nature-là. Merci Philippe Gamin, merci à vous et très belles 15 prochaines années. Merci, à très bientôt. Retrouvez toutes les émissions du Parc du Massif des Bauges en podcast sur www.radioalto.info et sur la chaîne Spotify du Parc.